entrepreneuse, elle a été entrepreneuse dès 24 ans. Et rien que pour ça, elle va nous parler de son parcours d'entrepreneuse. Donc je voudrais que vous m'aidiez à accueillir Absatou Sy. Merci. Merci beaucoup. Christophe me fait rougir. Véritablement. Merci de m'accueillir. Donc, je suis contente d'être là. C'est effectivement ma première sortie depuis la naissance de mon petit Isaac. La vie de maman, c'est aussi une vie d'entrepreneur. On construit, on bâtit une famille. On le fait avec son conjoint, évidemment. Mais il y a de la gestion de budget, il y a des échecs, il y a des réussites. Et c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais commencer avec la définition que j'ai moi de l'entrepreneuriat. Pour moi, entreprendre, c'est pas monter une société. Entreprendre, c'est décider de changer sa vie. C'est décider d'écrire et de réaliser, de concrétiser ses rêves. Et être entrepreneur, c'est avant tout, et c'est l'échange que j'avais ce matin avec Christophe, c'est être libre envers et contre tous, à la vie, à la mort. Je veux mourir libre comme je suis née. Pas tout à fait libre, mais totalement libre de jouer, de réfléchir et de construire ma vie comme j'en avais envie. Je viens effectivement d'une famille de 8 enfants. Mon père est sénégalais, ma mère mauritanienne. Et je crois que ce qui m'a construit, c'est véritablement l'histoire de mon père. Mon père est arrivé en France comme ces gens qu'on voit à Lampedusa, un sans-papier. C'était véritablement ça. Il a tout quitté pour offrir une vie meilleure à ses enfants. Et pour moi, il n'y a pas plus belle définition de l'entrepreneuriat que ça. Voilà, prendre des risques et décider de changer la vie de ses enfants, prendre une décision. Entreprendre, c'est ça, c'est prendre une décision qui va changer de façon majeure notre vie. C'est ce qu'a fait mon père. Mon père est l'entrepreneur de sa propre vie. Et c'est pour ça que c'est mon modèle, mon exemple, mon meilleur ami, vous l'avez compris, mon héros. C'est mon père. Mon père m'a transmis quelque chose, c'est véritablement la rage, la volonté, la détermination d'honorer son parcours. Il ne me l'a pas demandé, mais c'est vrai qu'en observant ce qu'il était, ce qu'il faisait, les décisions qu'il avait prises, c'est ce que ça a fait naître en moi. Mon père était ouvrier, il est ouvrier, il est à la retraite aujourd'hui, mais il était ouvrier et il a travaillé toute sa vie pour le SMIC. Et je ne l'ai jamais vu manquer de dignité. Il était fier du travail qu'il faisait, fier de vivre de la sueur de son front et fier de montrer à ses enfants que même avec un SMIC, on pouvait être digne. Et surtout, on n'a manqué de rien. Et je ne sais pas comment il a fait. Voilà, avec un SMIC, 8 enfants, donc 10 à la maison. Je ne sais pas comment il a fait. J'ai d'ailleurs écrit dans mon livre un chapitre qui s'appelle La maison sans toit. Toit, T-O-I-T. Parce que c'est vrai que le jour, je crois que ça a confirmé mon envie d'honorer son parcours. Le jour où je rentre au Sénégal, je dis je rentre, mais c'est en fait mon premier voyage, pardonnez-moi, et que j'arrive au Sénégal, j'ai l'impression de revenir, effectivement. Je me sens aussi française que sénégalaise, que mauritanienne. Je pense qu'on se construit avec tout ça. Et ce jour-là, il me fait visiter une maison à Keur-Massar, banlieue de Dakar, et il me dit, voilà, c'est ma maison, avec une fierté immense. Il m'explique que ça a été le projet de sa vie. C'était de construire sa maison pour pouvoir un jour rentrer et se reposer sur ses terres. Pardon, j'ai un téléphone depuis hier, je ne sais pas comment on enlève... Est-ce que quelqu'un connaît ce téléphone ? C'est... éteindre, c'est le meilleur choix. Absolument. Je le repasse en mode, je vois. Et c'est vrai que quand j'arrive devant cette maison, je lis l'immense fierté de mon père de me présenter ce projet. Et moi, je pleure de l'intérieur. Je pleure profondément. Je suis envahie d'une immense tristesse. Parce qu'en fait, ils vivent ce que vivent beaucoup d'immigrés. C'est qu'ils construisent petit à petit leur maison en envoyant de l'argent donc au pays. Et en fait, quand je rentre dans cette maison, qui est absolument pas terminée, mais qui pour lui l'est, parce qu'ils peuvent y vivre dans les petites pièces, etc. Donc c'est déjà un accomplissement. Je lève la tête et il n'y a pas de toit. Parce qu'il n'a pas fini de la construire. Il n'a pas eu les moyens de finir le haut de la maison. Donc quand il pleut, effectivement, il y a de l'eau qui entre, mais pas dans les chambres, parce que les chambres, elles sont... Et au milieu, comme ça, on voit le ciel et je me dis, je travaillerai toute ma vie pour terminer cette maison. Je donnerai tout ce que j'ai pour terminer cette maison. Je ferai tout ce que je peux
pour que de son vivant, il puisse voir cette maison terminée. Et ça m'a bouleversée parce que cette maison n'était pas belle. En fait, il y avait le ciment, qu'on voyait encore tout, mais pour lui, c'était un accomplissement absolument immense. Et là, je pense qu'en fait, on se dit que ce qui nous construit pour devenir entrepreneur, c'est les grandes écoles, c'est tout ça. Moi, c'est ce qui m'a construit, c'est ça. C'est de voir et de lire l'histoire de mon père et de la comprendre et de me dire la chance inouïe que j'avais d'aller à l'école gratuitement, d'avoir rencontré ces professeurs qui sont les amours de ma vie. Je le dis tout le temps, je vois encore mes profs à presque 40 ans, je bois des cafés avec eux parce qu'ils ont bouleversé ma vie. À aucun moment, ils m'ont dit t'es folle de... Parce que je disais que je voulais être businesswoman, c'est ce que je disais encore ce matin. Et il me disait oui, donc chef d'entreprise, surtout ma prof de français. Et je lui disais non, parce que moi, je ne veux pas conquérir la France, je veux conquérir le monde. Donc je veux dire businesswoman. Et ils ont cru en moi. Et ils m'ont permis de rêver. Et ils m'ont autorisé à rêver. Et à aucun moment, ils ont mis de frein à mes rêves. Vas-y, rêve. Et c'était nécessaire pour moi, la petite fille qui venait d'une famille de 8 enfants, où j'avais 4 frères qui voulaient décider de la vie que je devais avoir, qui voulaient décider de la façon dont je devais m'habiller, qui voulaient décider pour moi alors qu'ils étaient incapables de décider pour eux-mêmes, qui tenaient l'immeuble toute la journée. Et donc moi, j'ai dû les défier. J'ai dû aller contre eux pour construire la fille que je voulais être, la femme que je voulais être, et gagner cette liberté que Et quand je vous dis à la vie, à la mort, c'est peu importe les coups, les confrontations, etc. Je voulais être libre, et donc j'allais l'être même contre mes frères. Et même s'ils étaient 4, et même s'ils étaient beaucoup plus grands que moi. Et en fait, ils sont plus petits, mais plus grands. Et je me suis dit, tout ça vous forge, tout ça vous construit, tout ça fait de vous un entrepreneur, parce que, donc la petite fille que j'étais, qui avait le droit à ses rêves à l'école, etc., la vérité, c'est que quand elle regardait la télévision, toutes les femmes de ménage, elles étaient noires ou portugaises, dans les clichés, quoi, en fait. Les chefs d'entreprise, c'était tous des hommes. Les réussites, que ce soit dans la ville où j'ai grandi ou à la télévision, elles étaient toutes blondes aux yeux bleus, très souvent en tout cas. Et moi, je ne l'ai jamais reproché, ça. Pour moi, ça faisait partie de mon monde. Et je ne me disais pas, eux, ce sont des riches, et puis moi, non, pas du tout. Je me disais, alors comment je fais ? Quelle stratégie j'adopte pour moi aussi avoir la même chose, pour moi aussi construire la même chose et pour moi aussi vivre ça et permettre à mes enfants de vivre ça. Et très tôt, je pense que j'étais un enfant, mais j'étais un adulte dans un corps d'enfant. Parce que, gamine, j'étais l'enfant la plus riche de mon quartier. J'habitais une tour de 18 étages. Du 1er au 7e, il y avait une maison de retraite. Tous les soirs, je parquais 2 caddies Monoprix devant l'immeuble. Et j'allais faire le tour des personnes âgées qui me demandaient d'aller faire leurs courses ou des petits ménages. Ils me donnaient tous des pièces de 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs que je mettais dans des bocaux. Pas déclarés, pardon. Et à la fin du mois, je gagnais plus que mon père. Et donc, j'aidais mon père à acheter les fournitures scolaires, etc. Et j'étais déjà très débrouillarde et vraiment dans le système D. Ça nous apprend des choses formidables. Ça nous apprend d'abord, on peut réussir sans voler, sans plein de choses, mais qu'on peut aussi développer, même si le travail pour des enfants est interdit, mais c'est pas grave, j'avais pas l'impression de travailler en fait. Et je me souviens que je mettais jamais tout l'argent au même endroit, parce que je me disais, si je m'en fais piquer un peu, au moins il me reste l'autre cachette. Et puis, surtout, j'achetais un peu comme une adulte, de l'eau, du lait, du sucre, de l'huile, de la viande, tous les trucs essentiels au foyer. Et après, j'achetais les bonbons de mes frères et sœurs et surtout, je finissais avec ce qui me restait en leur achetant des vêtements de marque pour qu'ils ressemblent à leurs camarades et pour qu'ils ne volent pas pour ressembler à leurs camarades. Et ça m'a valu le surnom dans la famille de deuxième maman, puisque aujourd'hui, mon père peut demander le silence, il l'aura moins vite que moi. C'est vrai que quand j'arrive et que je dis stop, vous arrêtez, chut, tout de suite, même les grands gaillards que sont devenus mes frères et sœurs m'écoutent. C'est assez surprenant. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, tout au long de ma vie, mon enfance, etc., que je regrette pour rien au monde, je suis pas du tout une Cosette. Et c'est drôle parce que les journalistes, quand ils m'interviewaient, ils disaient « Ah, elle vient d'un milieu pauvre, difficile, etc. » Je disais « Mais moi, je viens d'une des familles les plus riches de France parce qu'en fait, vous vous êtes trompé quand vous avez préparé votre émission ou votre interview. » Alors, ils me regardaient « De quoi ? Ouais. Parce qu'en fait, vous parlez en argent, moi, je parle en valeur et je pense que mon père, il m'a transmis tellement que je fais partie d'une des familles les plus riches de France. Alors, je jouais, je riais, je les provoquais, les journalistes. J'adore la provoque. Certains diront que c'est de l'insolence, moi je dis que c'est de la provocation, c'est véritablement voulu, et voilà. Et donc j'ai construit ma volonté d'être entrepreneur comme ça,
Et évidemment, je vais avoir un mot pour ma mère qui ne savait ni lire ni écrire, qui a été mariée à 13 ans, qui a connu l'excision et qui nous a transmis cette force incroyable. D'abord, elle avait la tchatche comme pas possible. Elle était capable de vendre une punaise au prix d'une voiture de luxe. Elle avait ce bagou incroyable. Elle a ce bagou incroyable. Elle est évidemment encore de ce monde. Et en même temps, elle m'a appris la multifonction, c'est-à-dire elle avait un enfant dans le dos, un enfant là, et en même temps, elle faisait d'autres ménages, et en même temps, elle travaillait, elle gardait d'autres enfants, etc. Je trouvais ça assez spectaculaire, assez fou. Maintenant que j'ai 2 enfants, je me dis que c'est véritablement une Wonder Woman, parce que déjà avec 2, je suis épuisée, mais alors elle avec 8, plus les boulots à côté, je ne sais pas comment elle faisait. Tout ça m'a construit. Tout ça m'a donné envie d'une chose, c'est de me battre pour mes rêves, et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. Moi, je suis très fière d'avoir grandi en France, parce que je mesure la chance qu'est la mienne. J'adore cette phrase qui dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer », parce que j'ai véritablement cette impression. Il y a des gens qui sont en enfer, évidemment, et qui se croient en enfer, c'est sûr, mais moi, j'ai eu l'impression quand même de regarder toute ma vie le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que je mesurais la chance que j'avais d'avoir déjà ce verre à moitié plein. Et la France, elle m'a permis ça. Voilà, j'ai été à l'école gratuite, chose que ma mère n'a pas pu faire. J'ai pu porter des jupes, m'habiller comme je voulais, et en même temps porter des joggings et être un garçon manqué quand j'en avais envie. Et cette liberté, j'ai pu la développer puissance 1000 parce que j'étais en France. Je ne suis pas sûre que ça aurait été la même chose si j'avais grandi à Orcadière, dans le village de mon père, ou à Wali, en Mauritanie. Donc j'ai un immense respect pour mes parents, parce que il y a l'école de la République qui a été magique pour moi, mais il y a aussi l'école de la vie, elle a été également magique, et c'est la magie des deux qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Alors ce que je suis pas grand-chose et je suis rien de plus que les autres, mais je suis une femme libre, une femme épanouie, et ça pour moi, ça a toute la valeur du monde. Ça c'est juste génial. Voilà. Et ce que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, et je crois que c'est pour ça que Christophe m'a invité, c'est ce que j'ai appris de mon parcours entrepreneurial. J'ai appris que l'entrepreneuriat, c'était un saut en parachute. Véritablement un saut en parachute. Alors, je sautais en parachute avant d'avoir mes enfants. Tous les ans, en tandem. La dernière fois, c'était en solo, toute seule. Là, je me suis dit que j'étais vraiment dingue. Après m'être entraînée une seule journée avec le champion de France, j'ai sauté et j'ai vécu un truc fou. Et je peux vous dire véritablement que l'adrénaline, la puissance, la force, c'est la même chose que l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Il se prépare à la compétition tous les jours. Tous les jours. Il s'entraîne, il vit des victoires et il vit des échecs. Je peux vous garantir, vous le savez tous probablement, mais qu'il apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Et il apprend aussi, je pense, quand on voit Nadal, Federer, etc., que la réussite, ça n'existe pas tout seul. Ça existe à plusieurs. Et c'est tellement plus agréable de la célébrer de toute façon à plusieurs que tout seul. Et ce que j'ai appris moi, c'est que quand vous savez bien recruter, c'est-à-dire vous entourer de meilleurs que vous, pour moi, c'est véritablement ça. Bien recruter, c'est recruter meilleur que soi. Eh bien, vous gagnez énormément de temps, d'énergie et de force. Chaque fois que j'ai recruté des personnes que j'ai travaillé activement chaque jour à en faire des gens meilleurs que moi, ou s'ils étaient déjà meilleurs que moi, encore meilleurs que moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vous permet de briller plus. Si vous voulez être la meilleure, il faut avoir des gens meilleurs autour de vous, qui tous les jours vous font vous remettre en question. Tous les jours sèment le doute autour de vous. Et là, vous vous dites, ok, je réfléchis, je construis, j'avance. Mais souvent, ce que j'ai constaté, c'est je ne vais pas la prendre parce que elle risque de briller plus que moi, il risque d'avoir plus de compétences que moi. Ouais, c'est essentiel en fait, parce que ça vous oblige à continuer à travailler pour vous développer. Et voir des gens comme ça se développer autour de vous, c'est juste magique. Donc moi, j'ai appris qu'il fallait recruter meilleur que soi. Et je l'ai appris parce que après avoir vécu mon échec, donc je reviens au saut en parachute. Le saut en parachute, c'est pour moi ça a été l'échec de... Cette définition du saut en parachute est née de mon premier échec, lorsque j'ai liquidé en 2013 une société que j'avais donc lancée en 2005, j'avais 24 ans. J'ai réussi à la pousser à 100 salariés, on faisait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a construit tout ça, avant que ça tombe comme un château de cartes. Le jour où j'ai liquidé, j'ai un journaliste du Monde, j'étais déjà dans les médias, qui vient me voir et qui me dit « On va faire une interview sur votre échec ». Je lui dis « Ah bon, d'accord ».
Je dis, mais pourquoi moi? En fait, il y a plein de sociétés aujourd'hui qui déposent le bilan, qui ont des milliers de salariés. Pourquoi venir me voir moi? Ah bah parce que, d'accord, parce qu'en fait, j'avais le côté médiatique et que ça fait du clic, évidemment. Et donc, il me dit, je veux faire une interview de vous. Je dis, bah, il n'y a pas de problème, parce que j'avais toujours témoigné sur mes réussites et mes échecs. Il n'y avait pas de raison que je ne le fasse pas là. Et on arrive à l'entretien et il me dit, vous êtes au fond du trou. Je le regarde, je dis, pas vraiment. Si, vous êtes au fond du trou. Je dis, bon, si vous en êtes convaincu, j'y suis toujours pas, mais bon, dites-moi. Il me dit, non, mais vous venez de liquider une société sans salariés, au chômage, etc. Vous êtes forcément pas bien. Et là, je le regarde, je lui dis, est-ce que vous avez déjà sauté en parachute? Il me regarde, il dit, elle a pété les plombs. Elle va pas bien. Je dis, si, je suis sincère. Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute? Et il me dit, je lui dis, répondez à cette question, je réponds à toutes les questions de votre interview. Il me dit, non, j'ai jamais sauté. Je lui dis, vous devriez, dans la vie, il y a l'amour et il y a le saut en parachute. Il me regarde, il se dit, ça va être chaud comme interview, dites donc. Et là, on démarre l'interview, je lui dis, alors je vous explique pourquoi je vous dis ça. Quand vous marchez vers l'avion qui va vous faire sauter en parachute, et même vous émettez l'idée de sauter en parachute, vous avez plein de gens qui viennent vous voir qui vous disent, mais pourquoi? Pourquoi tu veux prendre des risques? Pourquoi tu n'optes pas pour des trucs plus cool? Tu vas jouer au tennis, je sais pas, vis des choses où tu risques pas quand même ta vie, tu te rends pas compte, c'est grave, etc. D'abord, la plupart du temps, tous ces gens qui pullulent autour de vous et qui vous donnent plein de conseils, si vous regardez bien, ce sont des gens qui n'ont jamais entrepris ce que vous tentez d'entreprendre, qui n'ont jamais sauté en parachute, qui n'ont jamais rien fait. Ce sont les plus généreux en conseil. Ce serait bien d'avoir plus de personnes qui ont vécu ça, qui vous conseillent au départ. Mais non, souvent, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'aventure dans laquelle vous vous lancez. Et là, vous marchez parce que vous êtes déterminé. Vous avez envie de changer votre vie. Vous avez envie de prendre cette décision. Vous marchez vers cet avion. Vous avez quand même mal au ventre et tout, mais vous jouez le conquérant parce que vous avez pris votre décision et vous avez un peu d'ego et vous dites, moi, je vais aller au bout de ce projet, je vais y aller, je vais entreprendre. Vous marchez. Vous arrivez, vous montez dans l'avion. En fait, je crois que l'avion, il fait plus peur que le saut en lui-même. Ça gigote dans tous les sens. Vous perdez pied, vous avez mal au ventre, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la même chose quand vous avez immatriculé votre boîte. En fait, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous avez ce cabis, cet acte de naissance, cet enfant-là qui va arriver. Vous ne savez pas ce que vous allez vivre, vous avez mal au ventre. Et puis vous dites aussi, ça va être compliqué, comment je vais gérer ma vie. Souvent, on se dit que ça va être génial parce que sinon, on ne lance pas le projet. On y croit à 120% plutôt qu'à 80%. On y va. Et là, vous montez dans l'avion. La première fois que j'ai sauté en parachute, on était 7, il y avait 6 garçons avec moi, qui faisaient énormément de bruit. Le moniteur avait dit un truc génial. Il avait dit, vous allez voir, en haut, il n'y a plus de bruit. Là, vous faites les malins, mais en haut, il n'y aura plus de bruit. Je dis, d'accord, super. Et moi, j'étais surexcitée. Toute ma vie, j'ai écouté la chanson de R. Kelly qui disait « I believe I can fly ». Et quand les gens me demandent encore aujourd'hui quel est mon rêve, je leur dis, mon rêve, c'est de voler. Un jour, je vais voler. Et j'en suis absolument convaincue. Encore aujourd'hui, je vous parle, je sais qu'un jour, je vais voler et on peut me prendre pour une folle. Ça m'est complètement égal. Et là, je me dis, OK, ça va être génial. Donc moi, je suis surexcitée ce jour-là. Je suis déterminée, j'adore ça. De toute façon, les choses comme ça à risque. Et là, c'est vrai que quand l'avion monte, qu'on a mal au ventre, qu'on arrive en haut, il n'y a plus de bruit. Il n'y en a plus un qui faisait le malin. Ils étaient même blêmes, complètement... je sais pas, c'était bizarre, inanimé. Et là, vous sautez, la porte s'ouvre, il faut sauter surtout. Et là, vous regardez le vide en bas, vous dites, ah ouais, quand même, c'est un peu haut. 4000 mètres. OK, bon. Là, vous avez votre salive, vous vous dites, bon, vous réfléchissez un peu. Eh bien là, il n'y a que les vrais, ceux qui ont véritablement envie de sauter, de vivre l'aventure qui sautent. Et les autres le font un peu à contre-cœur. Moi, j'assimile ça un peu, l'image que j'avais eue ce jour-là, c'est d'avoir des sacs à patates qui tombaient. Parce qu'on sentait qu'on les poussait quand même. Quand ils avaient les pieds dans le vide, le type derrière et qu'ils n'avaient plus, voilà, ils décidaient plus rien. Parce qu'une fois que le type il saute, vous partez avec. Hein. Vous le voyez, vous pouvez essayer de vous raccrocher à l'avion, ça va être difficile. Mais là, on sentait ceux qui sautaient sous la contrainte, d'autres qui sautaient pour les autres. Parce qu'attention, j'avais dit à tous mes copains que j'allais sauter, donc il fallait sauter. Souvent, on entreprend aussi on a peur en tout cas d'échouer par rapport au regard des autres. Ça, c'est très, j'allais dire très français parce que je connais que la France, mais c'est très français. Allez, je vais le faire. Et là, j'ai vu ces gens sauter comme ça dans le vide, tomber. Et là, moi, j'ai regardé le bas comme ça, j'ai sauté. Je peux vous dire qu'au départ, c'est pas agréable. Vous avez la bouche qui part dans tous les sens. L'air qui rentre, qui a déjà sauté en parachute dans la salle. Ah, c'est pour ça que je les vois acquiescer depuis tout à l'heure, parce qu'ils se disent c'est vrai. Vous avez l'air qui rentre dans tous les sens, c'est pas agréable. J'ai eu l'impression que j'allais étouffer. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi cette sensation? Pourquoi les gens veulent sauter en parachute? C'est très désagréable. Et pendant toute la chute libre, j'ai pensé à ma vie.
Et je me suis dit, et si ça se passe mal à l'arrivée? Et je me suis dit, ah, mais c'est complètement perturbant. Et bien, c'est exactement la même chose quand vous vous lancez au départ de votre aventure entrepreneuriale. Ben, c'est perturbant. Vous prenez de l'air dans tous les sens, vous êtes décoiffé le matin, vous êtes décoiffé le soir, vous êtes décoiffé le midi parce que vous ne dormez plus, vous vivez des nuits blanches, vous avez la pression des factures, vous avez le premier courrier que vous recevez, c'est l'URSSAF, vous n'avez pas encore embauché. Tout ça est très perturbant. Et ben, c'est exactement la même chose au niveau de la chute libre. Vous vivez plus les soirées avec les copains, boire un verre, ça c'est un peu aux oubliettes au départ, en tout cas après ça revient. Et là vous dites, ah ouais, c'était ça. Et à un moment, en fait le parachute il s'ouvre. Vous avez l'impression de remonter, mais en fait, vous ne remontez pas, mais ça s'arrête. Vous êtes assis sur le toit du monde, vous regardez la beauté de ce qui se passe, c'est extrêmement calme, c'est extrêmement beau. Quelles que soient les conditions météo, vous voyez quelque chose d'assez fou. Tout paraît petit, vous êtes au-dessus et vous dites « Ok, ça c'est génial ». Moi, ça c'est ce que je qualifie de réussite entrepreneuriale. Ce sont les petits moments où on vit une réussite. Ça ne dure pas aussi longtemps que les galères, en tout cas pas pour moi. Les galères ont duré plus longtemps, mais quand vous vivez ça, pardon de le dire et de perturber peut-être certains, mais c'est au-delà de l'orgasme. C'est incroyable. C'est fou. Vous êtes là et vous vous dites ah, « Je suis en train de vivre ça ». Et ce qui est génial, c'est que vous avez sauté à deux parce qu'on ne saute jamais tout seul. On saute avec les gens qui ont eu confiance en vous. On saute avec les gens qui vous ont soutenu, mais on saute aussi avec ses ennemis et les gens qui n'ont pas cru en nous. C'est motivant en fait tout ça. Tout ça est motivant parce qu'on se dit « C'est génial en fait ». Et là, quand vous sautez, moi, j'ai eu la chance qu'il me fasse un peu tourner. Alors, il ne faut pas trop avoir le vertige, mais même si vous avez le vertige, si vous ouvrez un peu les yeux, c'est juste magnifique. Et là, vous dansez. Et là, vous dites, OK, ça, c'est le moment où je célèbre les succès avec mes équipes, avec les gens qui m'ont accompagné. Et ça, c'est génial. Comme dans toute aventure entrepreneuriale, il faut prévoir à un moment l'atterrissage. Si on vous a prévenu que vous pouviez échouer, ce qu'on ne fait pas suffisamment, je pense, vis-à-vis de nos jeunes, eh ben, vous vous dites... Ok, alors maintenant, comment je prends le sol de façon à le taper avec le maximum d'énergie et rebondir le plus haut possible? Si on ne vous a pas prévenu, si vous le redoutiez, si vous avez fait tout ça pour les autres, vous allez vous écraser, effectivement, ça va faire très mal et c'est pas sûr de se relever derrière, en tout cas de recommencer. Et ce jour-là, moi, j'ai tapé le sol avec une rage de vaincre, de réussir, de continuer, incroyable. Et j'ai rebondi tout de suite derrière puisque j'ai remonté ma boîte 1 mois après ma liquidation judiciaire. Et quand je raconte cette histoire aux journalistes, il me dit « Mais quand vous avez touché le sol, vous avez eu envie de quoi ?» Je dis « De recommencer, c'est ce que j'ai fait. » Chaque jour de notre vie, on vit un saut en parachute dès lors qu'on prend une décision. On entreprend quelque chose et on veut partir à l'autre bout du monde, c'est un saut en parachute. On veut changer de conjoint, c'est un saut en parachute. On monte une boîte, c'est un saut en parachute. On décolle, on part, on sait que ça va nous tordre dans tous les sens. On n'est jamais sûr de comment on va prendre l'atterrissage, mais si on s'y prépare un peu mentalement, alors ça devient une expérience. Et c'est ce que j'ai eu vraiment comme sensation. J'ai eu l'impression d'avoir un sac à dos chargé d'expérience. Je venais pas d'une grande école, pourtant j'en rêvais. Je me suis accrochée, je suis sortie en BTS Commerce International. Je me suis dit, je veux continuer. Donc je travaillais au Quick en restauration rapide. J'ai continué en allant au CNAM. Parce que j'avais l'impression de faire une grande école en faisant le CNAM. Aujourd'hui, j'ai été parler de mes échecs à l'ENA, à Sciences Po, à HEC. Donc j'ai l'impression de sortir de ces grandes écoles quand j'enseigne à tous ces enfants. Le pire, c'est quand je suis sortie de l'ENA. Là, il fallait immortaliser le moment. Je suis sortie de l'ENA juste pour quelques secondes. Mais bon, je me suis dit quand même, moi, la petite Absatou, je suis là en train de donner une conférence à l'ENA. C'est génial. C'est super. Et surtout face à des gamins qui n'ont jamais vécu l'échec. Jamais. Ils ont tout réussi. Tout. Leur scolarité, tout a été exemplaire, tout a été fou. Alors, ils étaient un peu choqués quand, en début de conférence, je les regardais, je disais « Qui a déjà vécu l'échec ?» Personne n'osait le dire. Je disais « Manque de peau, hein. J'espère que vous allez vivre un sacré échec. » Ils disaient « Bon. » Et c'est ce que je leur souhaitais, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas plus formateur que ça. En fait, on devrait revoir la définition de l'échec et de dire que l'échec, contrairement à ce que l'on pense, est une formidable expérience qui vous permet de grandir comme vous n'avez jamais grandi. Et ça, moi, je trouve ça génial. Et donc, j'ai entrepris, j'ai échoué, j'ai réussi, j'ai perdu. Aujourd'hui, j'ai un truc génial, c'est d'abord, j'ai fini depuis juste avant ma grossesse, la maison sans toit. La maison de papa est terminée, avec un étage en plus. Il pourra se mettre sur la terrasse et bronzer, même s'il n'en a pas besoin. Sa maison est terminée. Il m'a dit quelque chose absolument génial à un moment où je vivais un burn-out. C'était quelques semaines avant ma liquidation judiciaire.
Pour la première fois de ma vie, j'étais au fond du trou. Parce que vous savez, quand vous travaillez dans les médias et à la télé, on pense qu'il n'y a que des paillettes, que c'est beau, c'est super, vous gagnez plein d'argent, c'est la fête, c'est la réussite. C'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je disais. La télé est tout sauf un monde de vérité. Et c'était fou parce que tout le monde pensait que je vivais un truc juste génial. Moi, j'étais enfermée dans un truc horrible où je gérais plus ma croissance, où j'allais droit dans le mur. Mais il fallait faire bonne figure parce qu'on passait à la télé. J'avais les huissiers qui venaient me voir là, j'allais les voir là, je négociais avec eux. Ils étaient déjà de l'autre côté sur un autre point de vente. J'y courais, je vivais plus en fait. Et un jour, je suis à 50 mètres de mon point de vente, je dois me garer, je vois l'endroit où je dois me garer. Et quand je reviens à moi, je suis place de la Concorde. Je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais c'est comme si... donc j'étais à Bastille et j'atterris place de la Concorde, je ne sais pas comment j'y suis allée. Je me souviens pas de ce que j'ai entendu ni rien du tout. Tout ce que je me souviens, c'est de l'appel de ma mère qui s'est passé donc 1 heure avant ce trou noir. J'étais véritablement en burn-out. Je voulais pas me l'avouer, mais mon corps me l'avouait. Bon appétit, mangez surtout. Et là, parce que je suis bavarde, hein, je vous le dis, on va aller jusqu'au dessert. Non, je plaisante. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je m'en sorte. Mais j'ai pas eu l'énergie ce jour-là. J'avais la tête dans le volant quand un policier est venu me voir, place de la Concorde, et m'a dit, vous n'avez pas le droit de stationner ici. Je suis rentrée mécaniquement chez moi, complètement stone. Je suis arrivée chez moi et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Je ne pensais pas que je pouvais pleurer autant. J'étais au bout, du bout, voilà. Et à un moment, je reçois un appel. Je regarde, c'était mon père. Je décroche. Et il faut savoir que mon père venait me rendre visite régulièrement dans mes salons de beauté. Quand il rentrait d'ailleurs dans mes salons, habillé de son grand boubou blanc, il allait, parce que quand il venait me voir, attention, il se mettait sur son 31, il saluait toutes mes clientes. Bonjour, comment ça va? Et vos enfants? Et, papa, on fait pas ça. Il me disait, mais si les gens sont pas normaux, c'est pas mon problème. Je dis bonjour quand je rentre dans un endroit. Alors mon père venait régulièrement me voir comme ça. Et là, il m'avait pas vu depuis quelques jours. Et il me dit, comment tu vas? Donc moi, je me ressaisis, un peu de fierté. Et je lui dis, ah ben ça va très bien, etc. Il me dit, c'est pas vrai. Tu vas pas bien. Il dit, tu voulais que je sois fière de toi? Je suis fière de toi. Ça suffit maintenant. Construis ta vie pour toi. Ça y est, c'est fait pour moi. Je suis fière de toi. Et là, il me dit, ça fait 3 jours que j'essaye de te joindre, que je n'y arrive pas. Viendra un jour où tu essaieras de me joindre, tu ne pourras plus. Et là, ça m'a bouleversée, ça m'a perturbée. Je me suis dit, après quoi je cours? La réussite, c'est pas le matériel, la réussite, c'est tout. C'est un tout, c'est un juste équilibre de plein de choses et c'est surtout sa propre définition. La définition qu'on lui donne à la réussite, elle est très personnelle. Et ma réussite, moi, c'était juste que mon père me regarde et me dit, je suis fière de toi. Je voulais juste honorer son parcours de sans-papier, qu'il ait risqué sa vie pour nous. Et il venait de me dire que c'était fait, qu'il était fier de moi. Alors pour moi, ma réussite, ça y est, je comprenais à ce moment-là que j'avais réussi et que je pouvais maintenant passer à autre chose. Ça a été le début de ma décision de demander le passage du redressement en liquidation judiciaire. Et donc voilà. Donc voilà ce que j'ai appris de mon aventure entrepreneuriale. Là, aujourd'hui, j'ai 38 ans, 39, voilà. Et d'abord, c'est ce que je disais c'est ce que je disais à notre table tout de suite. Je vais continuer à faire des enfants, tout en étant entrepreneur, parce que c'est possible. Parce qu'on pense que quand on est une femme, on ne peut pas avoir des enfants et entreprendre. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mais ça n'empêche pas. Je vais le faire aussi parce qu'on m'a dit qu'après 40 ans, quand on faisait un enfant, ça multipliait par 3 ses chances d'être centenaire. Donc je vais le faire aussi parce que j'ai encore plein de rêves à réaliser. Mais surtout, je vais continuer à être libre. Et c'est toujours... certains dans cette pièce ont peut-être connu, en tout cas, eu écho de ce conflit que j'ai vécu avec Zemmour. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, je l'ai affronté, je me suis battue parce que je me suis dit ne pas me battre, ne pas l'affronter, c'est d'abord attaquer ce que je suis, c'est m'attaquer donc évidemment moi-même, mais c'est surtout aller complètement à l'encontre de ce pourquoi je me suis battue toute ma vie. Être une femme libre, ne pas me laisser marcher sur les pieds pour rien. Je m'étais battue contre mes frères, c'est pas Éric Zemmour qui allait me faire peur. Et donc, c'était surtout passer ce message de dire on n'a pas à subir les choses. On peut avancer aussi avec fierté, se respecter. Et surtout, si on s'est battu toute sa vie pour être libre, il n'y a pas de raison, juste pour exister à la télé, continuer à être cette image qui n'est qu'une image, de courber la tête et de se laisser comme ça broyer. Et donc voilà, et donc je continue aujourd'hui à me battre. La réussite, la première, c'était d'honorer le parcours de mon papa. La deuxième, et ça sera celle de ma vie, non. La deuxième, c'était d'avoir ma maison avec mes volets bleus, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique histoire d'amour, ce film, si vous ne l'avez jamais vu, qui s'appelle « N'oublie jamais ».
au moment où donc cette femme est atteinte d'Alzheimer et les enfants du couple disent « rentre chez toi ». Papa, maintenant, il est temps de rentrer chez toi, tu ne reconnais plus ta femme, elle ne te reconnaît plus. Et donc, rentre, Alzheimer, c'est terrible. Et il répond, mais je suis chez moi, c'est elle mon chez moi. Et ça, je trouve ça tellement beau. Voilà, j'adore ce film. Mais dans ce film, il y a une maison au volet bleu. Et comme je racontais à Christophe ce matin, moi j'ai un cahier des rêves depuis ma plus tendre enfance, je continue à l'entretenir aujourd'hui. J'y colle tous mes rêves, toutes mes ambitions, toutes mes volontés. Dedans, il y avait une maison au volet bleu qui est née de ce film que j'ai vu. Et je viens d'avoir enfin, il y a 24 mois, ma maison au volet bleu. Donc avec mon enfant. Et alors ce qui est fou, c'est qu'on parle souvent, moi j'appelle ça l'art de la projection, de la concrétisation, de la visualisation, on s'en fout. Mais c'est cette capacité à projeter ses rêves et à les rendre concrets. Et je faisais quelque chose, les gens se moquaient beaucoup de moi, mais je projetais mes rêves mais de façon complètement excessive. C'est-à-dire que cette maison au volet bleu, je l'ai rêvée. J'en ai senti l'odeur de la peinture. J'ai imaginé cette cuisine où mes enfants que je n'avais pas encore allaient jouer, où ils allaient faire du bruit. J'allais leur demander de cesser. On allait manger ce poulet que j'avais cuisiné et dont je sentais l'odeur. Je l'entendais même croustiller au moment où je le mangeais. Et ben c'est ce que je vis aujourd'hui avec mes enfants dans ma cuisine. Ce poulet, il croustille, on le mange, ils font du bruit, je leur demande d'arrêter. En tout cas, je demande à la première parce que le petit, c'est normal qu'il grille. Mais voilà, et c'est tout ça pour vous dire que ça s'est passé pour tous mes projets. Même pour mon salon Avenue de l'Opéra dont je rêvais à l'époque. Je l'ai projeté, je l'ai imaginé, j'ai imaginé ces réunions que je n'avais pas encore, ces clients qui sonnaient, etc. Et ça s'est passé. Et donc, moi, je continue à croire dans mes rêves comme ça. Donc, ma deuxième réussite, c'était ma maison au volet bleu. Et la troisième, c'est de mourir libre. Comme Édith Piaf chantait, « Non, je ne regrette rien. J'ai absolument tout tenté. » Donc voilà, ça, c'est l'histoire de ma vie. Merci.